Allô, auditeurs de Ivocan Relais, chose promis, chose due, il est 19h01, donc on est en retard de 1 minute. On est en train de bêtiser. Je suis avec ma sœur Marie-Laure Conan, qui est la directrice générale de Inici. Je vais laisser madame ma sœur se présenter à nous autres. Ah, merci beaucoup, Larissa. Donc, hors antenne, quand on est en train de faire notre béret, je disais que je suis tellement contente de pouvoir te parler comme ça, pas face à face, mais one-on-one, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire. C'est à travers la plateforme Ivoirienne du Canada donc on le fait. Mais je suis très, très contente, honnêtement, d'avoir eu cette opportunité-là avec toi et à travers toi, avec tous mes frères et sœurs. Alors, bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on a des gens déjà connectés? Si vous nous entendez, vous nous voyez, ben, un grand, grand bonjour à vous. Bonsoir pour ceux qui sont dans des provinces qui n'ont pas là le même fuseau horaire que nous. Donc, le Canada étant le deuxième plus grand territoire au monde, on est traversé par, je crois, si je ne me trompe pas, environ 5 ou 7 fuseaux horaires. Donc, bonjour, bonjour à tout le monde. Mon nom est Marie-Laure Conan. Je pense que vous me connaissez à travers mes posts, vous me connaissez à travers beaucoup de choses, à travers Inici. Mais Larissa, ce qu'on leur a pas dit, c'est que depuis l'automne dernier, je porte un deuxième chapeau, celui-là du Forum Afrique Expansion, dont j'aurai l'occasion là de pouvoir discuter. Voilà. Chapeau là seulement tu portes. Un jour, il y a un ami, je pense que quand j'ai fait le post pour ta nomination, Oui. il m'a écrit une post pour dire que vous les femmes ivoiriennes au Canada là, vous nous mettez la honte et vous prenez. Il dit laisse. Il faut prendre. Et puis, les gens pensaient que parce que tel que l'annonce a été faite, les gens pensaient que j'avais quitté Nici pour travailler exclusivement pour le forum. Et puis, quand je leur ai dit que non, c'est vraiment un deuxième chapeau, parce qu'il y a des liens à faire entre l'immigration, la diaspora et puis le développement économique Afrique-Canada. Alors, pour moi, c'était naturel là, que ces deux postes-là se rejoignaient. Donc, c'est bon pour Inici, et puis c'est bon pour le forum, c'est bon pour la communauté, c'est bon pour la diaspora africaine au Canada. En tout cas, nous, on prend. C'est bon pour nous. Dis-moi comment on passe du domaine de gestion de projet à l'engagement dans l'intégration des immigrants. C'est quoi? Bon, c'est quoi ton parcours? Même si on l'a déjà entendu, un petit résumé. Et puis, tu vas nous dire comment tu as sauté. Parce que moi, j'ai entendu. C'était un poste. Tu ne savais pas qu'Inici existait, tout ça là. Ouais. Mais comment ça, ce lien-là se fait? Merci beaucoup, Larissa. C'est une bonne question. Alors, moi, je suis formée en management, donc en gestion des entreprises, en stratégie et puis en marketing, en vente également. Donc, j'ai d'abord là un chapeau de gestion. Donc, j'ai étudié en Côte d'Ivoire. J'ai fait un BTS en force de vente. Donc, comment on fait pour vendre là des produits aux personnes. Et puis après, j'ai continué pour un diplôme de deuxième cycle en marketing et puis stratégie organisationnelle de management, avec un peu d'informatique aussi que j'ai fait. Et quand je suis venue, j'ai immigré au Québec en 2004, donc ça fait... voilà 22 ans que je suis ici. J'avais un rêve, celui de faire la science politique. Je ne sais pas pourquoi, mais la science po m'avait toujours attirée. Donc, je suis allée rajouter sur mon background un diplôme en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et après ça, j'ai refait une maîtrise à l'ENAP en administration publique. Donc, voici un peu comment je suis formée en management, donc au niveau beaucoup plus privé. Et si je suis allée chercher un autre diplôme en administration publique, donc si tu veux, ce sont ces deux chapeaux-là, privé-public, mais qui font l'espèce que je suis devenue. Voilà. En tout cas, ça fait... Maintenant, c'est quoi qui fait ce passage-là de la politique, même si on sait que l'immigration maintenant est devenue politique. Oui, c'est politique. C'est quoi qui t'emmène à être directrice comment on appelle ça, d'un organisme communautaire qui se niche dans l'accompagnement et l'intégration des immigrants? D'accord, merci beaucoup. Donc, ça me permet là de compléter le parcours. Donc, j'arrive ici, je finis mes études et puis le premier poste que j'obtiens, c'est un poste à la Chambre de commerce de Montréal.
Donc, moi, j'ai travaillé 10 ans à la Chambre de commerce de Montréal. À l'époque, les gens entendaient parler de moi, mais je n'étais pas très, très visible parce que j'étais jeune maman, je m'occupais de mes enfants. En passant, je suis maman de deux belles filles. Donc, Dora, que je salue, qui a 22 ans. Et puis Kimia, qui a eu 17 ans hier. Donc, j'appelle ma petite fleur du printemps. Voilà, tu n'as plus de bébé à la maison? Non, 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 j'en ai plus. Même le chien a 13 ans. Donc, imagine-toi, là, il n'y a plus de bébé à la maison. On est tous rendus vieux et autonomes. Et donc, c'est ce qui me permet aussi là de pouvoir m'impliquer davantage parce que la vie de maman, oui, ça continue. La vie de parents continue, mais au moins, on a beaucoup plus de temps pour pouvoir aider. Alors, une fois que je fais ça, j'arrive à la Chambre de commerce de Montréal et comme conseillère de projet jusqu'à rapidement escalader les échelons où je deviens la directrice du développement des compétences à la Chambre. Donc, j'étais la première femme noire à un poste de gestion, mais j'étais aussi la porte-parole de la Chambre dans le cadre de tous nos grands rendez-vous. Donc, grands rendez-vous. Et c'est vraiment par reconnaissance que je le dis parce que j'ai travaillé fort, mais en même temps, mes gestionnaires ont reconnu tout ce travail que j'abattais là. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reste à la Chambre de 2011, c'est ça, de 2010-2011 jusqu'en 2020. Arrive la COVID, donc la fameuse COVID qui nous fait nous poser des questions existentielles. Alors, quand le centre-ville de Montréal est fermé, Larissa, quand vos bureaux sont fermés, quand les grandes tours du centre-ville de Montréal sont toutes fermées, que tes vêtements, tes chaussures, tout ce décorum-là qui te permettait d'aller faire la belle pour aller travailler, quand tout c'est à plat et que tu te retrouves seul, ok, chez toi, devant un ordinateur, tu t'habilles en haut et puis le bas c'est le pyjama, puis la pantoufle, tu commences à te poser des questions mais existentielles. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me définis seulement par rapport à mon emploi? Aujourd'hui, la machine économique est arrêtée. Qu'est-ce qui compte? Donc, c'est là que j'ai commencé à me poser vraiment de grandes questions où je me suis dit, je veux vraiment avoir un impact et puis pouvoir, tu vois, impacter la vie des gens et faire une différence au niveau social. Et c'est comme ça que du milieu économique, pur économique, là, tu sais, il n'y a pas plus économique que chambre de commerce. J'atterris dans le communautaire, non pas en hésitant, parce que j'ai beaucoup hésité. Généralement, on fait l'inverse, hein, Larissa. On passe là du communautaire au corporatif. C'est ça la ligne, on va dire, habituelle. Mais moi, je passe du corpo haut de gamme, haut niveau, au communautaire où tout est à bâtir, où les choses sont encore à faire. Puis c'est ce qui me plaisait. C'est le challenge qui me plaisait. Donc, j'arrive chez Alpa parce qu'avant, on n'était pas Inici. Avant d'être Inici, on était Alpa, accueil, liaison pour arrivants. Et donc, j'arrive là en 2020. Donc, ça fait exactement 5 ans et demi, 6 ans que j'arrive et je tombe dans un organisme en pleine crise, vraiment en pleine crise. Crise, gestion de la croissance, la COVID aussi, finance, relève. C'était vraiment un très, très bon cas HEC, comme on le dit. Et c'est vraiment plus le challenge qui m'a vraiment intéressée. Donc, réponse courte. Quelquefois, je fais des réponses longues. Donc, réponse courte, je suis dans le milieu économique pur et dur. Arrive un événement social mondial qui me fait me re-questionner. Et puis, je fais le choix d'aller vers, évidemment, l'entraide sociale parce que pour moi, c'était la chose à faire. Là, on va parler de Inici parce qu'on est comme déjà les deux pieds là-dedans. Inici, d'abord, ça veut dire quoi? Voilà, merci. Donc, je disais que quand j'arrivais, c'était accueil les dons pour arrivants Alpa et je crée Inici. En fait, si tu veux, le changement de nom était déjà un projet qui se mettait en place quand moi j'arrivais et la crise est partie également du changement de nom. Voilà, donc les employés ne voulaient pas changer de nom, ils voulaient rester tel. Alors que ça faisait partie là de la transformation organisationnelle de ça. Fait que moi, quand j'arrive, gros palabre entre les employés et puis le conseil d'administration. Donc, j'ai dit au conseil d'administration, écoutez, faites-moi confiance, n'allez pas de l'avant pour l'instant, je vais aller faire certaines validations. Donc, en tant que gestionnaire, parce que c'est ma fonction, je suis formée en gestion, en management des entreprises, organisations, j'ai demandé à faire un diagnostic organisationnel. Voilà, dans ce diagnostic-là, OK,
quel est le problème de l'entreprise dans tous les secteurs de l'entreprise, communication, ressources humaines, finances, etc., gouvernance, tout ça, il passe. Et puis, j'ai quand même là mon diagnostic, j'ai ma feuille de route, puis là, je commence. Alors, pour le changement de nom, je fais une étude. Donc, je fais appel à Léger Marketing. Donc, cours Management 101, lorsqu'il y a de la résistance au changement à l'intérieur d'une organisation, va chercher là des alliés de la métrique et des références. Alors, comme mes employés ne veulent pas changer de nom, je fais appel à Léger Marketing qui fait un sondage, une étude de notoriété. Est-ce que Alpa est connu? OK, si Alpa n'est pas connu, est-ce que tel nom, ça pourrait fonctionner tel. Et je fais ça pendant que mes employés pensent que le projet est en dormance. Et puis un jour comme ça, on fait une belle rencontre d'équipe et puis Léger Marketing débarque. Et puis ils nous font le portrait. Alpa n'est pas connu. Est connu dans le milieu très, très fermé, mais publiquement n'est pas connu. Écoute, il y a même des organismes qui sont plus connus que nous, donc déjà un. Et puis, on a comparé Alpa avec le nouveau nom, parce qu'on avait déjà trouvé un nouveau nom. Initie, immigrer, intégrer, innover. C'est pas un nom c'est pas un acronyme. C'est un nom qui est audible. C'est un nom qui est vocal. Et puis surtout, je ne sais pas si j'ai je vais te montrer ça là, mon petit pin, ou bien sur le logo d'Initie, on voit un crescendo. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir faire grandir les personnes immigrantes au Québec. Donc, le premier I, c'est la personne immigrante. Le deuxième I, c'est Initie, entre la personne immigrante. Et le troisième I, c'est la société québécoise. Donc, voici comment on est passé de Alpa à Initie. Puis ça nous a permis de nous propulser parce que c'est une gestion de changement. On a pivoté et avec l'innovation, donc immigrer, intégrer, innover. Le I de innovation nous permet de faire, en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui, de l'audace. Ouais, il fallait me passionner dedans parce qu'on peut te laisser. Oui. Tu es passionné dedans. On sent là, tu nous donnes cette passion-là. Et franchement, c'est chapeau là, parce que arriver dans un environnement hostile, moi je sais, le changement, on a comme la majorité des systèmes informatiques sont en plein changement, surtout à cause des arnaqueurs et tout, les codes de sécurité, les renforcements, la loi sécuritaire. Oui, et nous, je suis dans le cas là, on est hostile au changement parce qu'on est on est bien correct dans nos affaires. Il ne faut pas venir nous apprendre comment marcher. On sait comment ça marche. C'est humain. C'est humain, Larissa. C'est humain, Larissa. Ouais. C'est cette raison qu'on a une procédure là pour la gestion de changement. Mais je te dirais que c'est en ce sens-là que la stratégie m'a beaucoup aidée. J'aurais pu avoir une approche RH. Ah, venez, on va parler, vous en pensez quoi? Ça, c'est une approche. J'aurais aussi pu avoir une approche, tu comprends, très, très verticale. Donc, verticale, j'ai choisi, je vous impose. Voilà, j'ai choisi, je vous impose. Et puis, au-dessus, voilà, je suis la directrice générale. Avec le conseil d'administration, on a décidé que, et puis on vous l'impose. Ce n'a pas été ni le cas RH, ni là l'approche verticale, mais ça a été une approche stratégique. C'est quand tu vas chercher, encore une fois, Léger Marketing, qui est la première firme de sondage en Amérique du Nord. OK? En déjà, tout cas, nous tous on fait, et puis on a les 5 piastres, les 2 piastres. Mais voilà. Dans le communautaire, déjà même intervenir avec ces genres de joueurs-là, c'est impressionnant. Mais ça coûte cher aussi. Et ce sont des habitudes que j'ai prises du monde économique. Voilà. Où, tu sais, sur les moyens, on ne lésine pas. Pour nous, c'est un investissement, mais on a un objectif à la fin. Fait que quand tu fais ça et puis tu invites tes employés, et puis c'est d'autres personnes qui leur disent que non, c'est la chose à faire, c'est des experts. Écoute, moi, je regardais un peu le visage de mes gens, puis je leur disais, mon Dieu, je crois qu'on a fait un grand pas. Et puis à partir de ce moment-là, dès qu'ils ont intégré là, écoute, le miracle s'est opéré. Puis, mais c'est ça, il fallait juste l'étincelle. Tu sais, tu avais l'allumette, tout, mais il fallait juste truc pour faire allumer le feu. Voilà, exact. Quels sont aujourd'hui là, quels sont les principaux services qu'offre Initie? Voilà. Donc, Initie, c'est un organisme qui existe depuis 42 ans maintenant, donc depuis 1984, et qui offre tout le continuum de services à une personne immigrante. Donc, on a 4 services chez Initie. Donc, dans la constellation là, de l'intégration et de l'accueil de l'intégration d'établissement, on a 4 services. Celui de l'accueil et de l'établissement et de l'intégration. Donc, c'est la première ligne. Si tu arrives demain avec tes enfants, la carte d'assurance maladie, on le fait.
la carte d'assurance sociale, on fait ça. Inscrire les enfants à l'école, trouver le logement. Ceux qui ne parlent pas français, puis ça, je vais en parler là, on a des cours de francisation aussi. Et puis, pour briser l'isolement, comment on les fait sortir, on fait des activités, on va à la cabane à sucre, on va faire des glissades. Donc, tout ça, ça fait partie là, justement, du service accueil, établissement et puis intégration. Une fois que j'ai dit ça, on a un deuxième service qui est l'emploi. L'emploi, c'est le nerf de la guerre parce que si on n'a pas un emploi, on n'a pas les moyens de s'occuper de sa famille, ni même de soi-même. Donc, on a le service d'employabilité qui est le deuxième service. Un troisième service, c'est le service de la francisation dont je l'ai dit. Inici est le deuxième plus grand centre de francisation à temps partiel à Montréal. Voilà. Nous, là, c'est plus de 200 cours de français qu'on donne par année. Et c'est environ 1600 étudiants ou si on convertit là 5000 cours de français individuellement qu'on donne par année, ce qui fait de nous là l'un des plus grands centres en francisation. Et le quatrième service, c'est la régionalisation. Je pense que vous avez vu un peu là mes autobus, on prend du monde, on va en région. Donc la régionalisation, ça c'est très rare dans le continuum de service. On est seulement 3 organismes à Montréal qui font la régionalisation. Donc mandatés par le gouvernement du Québec pour nous dire 80% des personnes immigrantes, quand elles arrivent, s'établissent à Montréal. Montréal est saturé alors que nos régions se meurent en matière de pénurie de main-d'œuvre. Donc, aidez-nous à ce qu'ils s'intéressent également aux régions. Donc, en résumé, c'est ça, accueil, intégration, emploi, régionalisation et puis francisation. J'étais en train d'écrire dans les commentaires là, pour l'intégration professionnelle et sociale, cours de français, régionalisation. Oui. Selon toi, parce que même si tu es Madame la DG, je suppose que on te fait des points, on te fait des topos, puis je suppose même pas. Dans la vidéo, je t'ai vu sur le terrain, tu vas sur le terrain avec les immigrants. Oui, je suis très terrain. Quels sont les plus grands défis de l'intégration des nouveaux arrivants au Québec? Oui, c'est l'emploi. C'est l'emploi, c'est vraiment l'emploi. Tu sais, on parlait là hors antenne de comment des gens sont qualifiés, ils n'arrivent pas à exercer dans leur domaine. Quelquefois, ils vont être stratégiques, ils vont prendre là des postes d'entrée et puis après ça, ils vont voir escalader. Mais quelquefois, les postes d'entrée, ça peut être des pièges où, tu sais, on est dans un poste d'entrée qui ne correspond pas à nos compétences, on est surqualifié et puis on reste là parce qu'il faut payer, il faut payer ça, on s'est endetté aussi. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, je te dirais, c'est vraiment l'emploi. Puis, une fois qu'on a l'emploi, il faut le garder. Donc, nous, dans notre service employabilité, on a le placement en emploi, mais on a également le maintien en emploi. Parce que c'est un peu comme un greffon. Un greffon, quand on le colle, sinon on opère, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de rejet. Voilà. Et puis les rejets, ça peut être soit là des biais interculturels, des biais, tu sais, souvent les gens ne s'en rendent pas compte. Et puis, pour juste une petite affaire, la personne n'a pas sa approbation. Donc, nous, on sert de médiation parce qu'on veut que ce soit de l'employabilité durable. Et puis après ça, maintenant, on a la progression. Parce que tu peux être recruté, tu peux rester, mais ne pas progresser. Donc, nous, on accompagne également là, les gens dans leur progression professionnelle. Quand on parle d'immigrants que Inici accompagne, oui. Au Canada ou au Québec, on parle de statut d'immigration. Oui. Quels sont les statuts d'immigration que Inici a le mandat d'accompagner? Merci. On accompagne tout statut migratoire, tous les statuts. Alors, au Québec, on a 2 catégories d'immigration. Donc, on a l'immigration, les résidents permanents, puis les résidents temporaires. Dans la résidence permanente, on a les travailleurs qualifiés. On a également ceux qui sont des personnes réfugiées acceptées. Ça, je fais un distinguo entre les réfugiés acceptés et puis les personnes en demande d'asile. Voilà. Donc, ce sont ces 2 catégories-là. Dans ça aussi, là, on a la famille, regroupement familial, etc., etc. On a les résidents temporaires, donc les yeux internationaux. On a les personnes demandant l'asile et puis on a les travailleurs étrangers temporaires. Voilà. Donc, les personnes en demande d'asile et puis les personnes réfugiées, quelquefois, les gens confondent. Donc, je vous explique la différence fondamentale. Parce que moi, au début, quand je commençais, je ne savais pas, mais je l'ai appris. Le Canada, comme la plupart des pays du monde, a signé des accords là en lien avec les droits de l'homme, de la protection.
Donc, le droit d'asile, donc la demande de refuge, est une prérogative qui est protégée par le droit international. Toute personne qui se sent persécutée dans son pays ou bien dans une situation a le droit de fuir et puis de ne pas trouver une porte fermée devant elle. Ça, c'est inhumain. Donc, on a un cadre pour ça. Il y a différentes façons de trouver refuge. Tu en as qui vont passer par des camps de réfugiés. Mettons, aujourd'hui, malheureusement, il y a Israël, il y a l'Iran, il y a tout ça. Donc, c'est clair que dans les bombardements, il va y avoir là, des interventions humanitaires. Les gens seront là et puis à un moment donné, on va pouvoir les faire sortir du territoire pour les emmener en lieu sûr. Le Canada pourrait être un lieu sûr. On l'a vu aussi avec les Ukrainiens qui, eux, avaient quand même un statut particulier. Voilà. Donc, les personnes réfugiées, elles sont identifiées et puis arrivent dans le pays. Et puis, une fois dans le pays, maintenant, elles sont prises en charge. Donc, ce sont des réfugiés acceptés. Donc, elles deviennent des résidents permanents. Il reste juste là les 3-4 ans pour pouvoir demander la citoyenneté. Et puis, voilà. Une personne en demande d'asile, elle, c'est le même objectif, fuir la persécution. C'est juste qu'elle, elle va faire le processus par ses propres moyens. Par bateau, par avion, par frontière, par partout. Et puis, va traverser illégalement. Ça c'est une notion que je vais vraiment beaucoup insister dessus. Traverser illégalement la frontière terrestre. Donc le chemin Roxham, on a entendu parler. Et voyez-vous, quand les gens traversent le chemin Roxham, la frontière terrestre, elles vont lever la main parce qu'elles sont en état d'arrestation. Donc la traversée est illégale, mais la demande n'est pas illégale. Et ça, il y a eu beaucoup de confusion dans l'espace public. Vous avez le droit de fuir une persécution, vous avez le droit de demander l'asile, mais les gens vont y aller par plusieurs moyens. Dans le cas là d'une frontière terrestre, la traversée d'une frontière sans autorisation est illégale. Vous vous faites arrêter, on demande ce que vous voulez. Vous dites, non, je demande le droit d'asile. OK, demandez le droit d'asile. On vous met dans un poste temporaire à la frontière et puis on fait les enquêtes de sécurité parce qu'il faut qu'on sache qui rentre sur nos territoires. Quand l'enquête révèle que vous n'êtes pas dangereux, eh bien, on vous libère après quelques jours et on en chasse dans votre demande d'asile la demande de permis de travail. C'est très important. Je suis fière de ce qu'on a fait comme travail parce que quand nous, on commençait chez Inici, en tout cas Alpa à l'époque, il fallait attendre près d'une année pour avoir un permis de travail pour les personnes en demande d'asile. On a fait des représentations auprès du fédéral, on a fait là des mémoires et puis aujourd'hui, ça dure seulement 3 semaines, OK? Et puis, c'est ce qui permet aux gens d'être actifs rapidement. Donc, c'est ça la différence entre une demande d'asile, un demandeur d'asile et puis un réfugié. Voilà. Donc, la même persécution, le même objectif, la méthode est différente, mais c'est un droit pareil et les deux ont le droit de travailler légalement au Québec. Aujourd'hui, là, je suis dans mon cours 101 et puis malheureusement, on a 1 heure. Donc, on va revenir un autre jour. Oui, oui, avec grand plaisir. On va revenir un autre jour parce que c'est tellement intéressant ce que tu nous dis là. Voilà. Avant de continuer à un truc là, moi, je viens d'arriver, je descends à Montréal, à l'aéroport Trudeau. Oui. Comment je fais pour contacter Inici? Ou bien est-ce que je peux, par exemple, j'ai eu ma résidence permanente. Oui. Est-ce que je peux commencer à contacter Inici depuis la Côte d'Ivoire? Bon, je quitte la Côte d'Ivoire pour venir. Oui. Je sais que je vais avoir mon pied à terre à Montréal. Est-ce que depuis la Côte d'Ivoire, je peux contacter Inici ou bien je dois attendre d'arriver au Canada pour contacter Inici? Et si je dois attendre, comment est-ce que je vous contacte? Parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, il faut vraiment faire la distinction parce que souvent, il y a de la confusion. Les gens pensent que Inici, c'est un organisme d'immigration. Nous, on ne fait pas d'immigration, c'est-à-dire qu'on ne vous accompagne pas dans votre projet d'immigration de votre pays jusqu'à ici. Nous sommes des mandataires du gouvernement du Québec pour aider à votre intégration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous arrivez, avant même d'arriver à Montréal, dès l'instant où vous avez vous-même introduit votre demande d'immigration, vous êtes en processus, quand vous avez votre certificat de sélection ou bien votre certificat d'acceptation, parce que ce faisant, vous avez maintenant un numéro enregistré dans les registres gouvernementaux. Là maintenant, même si vous n'êtes pas encore rendu au Québec, on peut vous aider. On peut vous aider, on rentre là vos données et puis on vous aide. Donc, ces personnes-là qui ne sont pas encore arrivées, mais qui sont admissibles grâce à un certificat d'acceptation ou bien de sélection, ont droit à tous nos services.
On fait là des ateliers, on fait des tutoriels, on fait des cours. Ils ont droit à tous ces services-là. Et c'est même mieux parce que ça leur permet là d'amortir leur arrivée puis leur intégration, parce que tout aurait été préparé d'avance. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Maintenant, il y a ceux qui arrivent à l'aéroport. En tant que personne immigrante, ben, vous vous dirigez directement dans les bureaux du ministère de l'Immigration à l'aéroport. Et quand vous remplissez vos formulaires, que vous soyez résident permanent ou bien temporaire, peu importe, on vous donne toute une liste d'organismes qui vont pouvoir vous accompagner. Et puis, nous, on est référencés par l'État parce que nous sommes des mandataires, partenaires de l'État aussi. Donc, on a du pré-migratoire. La liste qu'on ne regarde jamais, là, nous. C'est ça, la liste qu'on ne regarde jamais. Et en passant, pour revenir encore sur la question de ALPA et puis Inici, il y a eu la résistance parce que les employés disaient que non, ALPA commence par A. Donc, sur la liste, on est au premier. Ils avaient un peu raison dans le fond. Maintenant, on commence par I. On est un peu plus loin dans la liste, mais je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, là, avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, on peut être même Z et puis faire bien les choses et puis être les premiers pareils. Voilà. Donc, on a le pré-migratoire, donc ceux qui ne sont pas encore arrivés, mais qui sont sélectionnés, on les aide. Et puis, on a le migratoire ici pour ceux qui sont déjà sur place. Tu n'as pas répondu à la dernière partie. Est-ce que, par exemple, ils font quoi? Ils envoient un courriel, ils appellent au numéro, par exemple, il y a un numéro. Okay. Merci. Ils vont sur le site, ils font comment? Donc, sur le site de Inici, donc inici.ca, OK, vous avez un formulaire de contact. Contactez-nous, comme dans toute organisation. Et puis, quand vous allez nous contacter, moi, je suis aussi là, j'ai une équipe qui travaille dessus, mais je suis très, très terrain. J'aime voir un peu comment les choses se passent. Donc, je reçois aussi ces courriels-là. D'ailleurs, on a quand même plusieurs de nos concitoyens ivoiriens qui ont entendu parler d'Inici et puis qui disent « Ah non, j'ai demandé à parler à Madame Marie-Laure Collant. » Donc, tout ça, je vois. Donc, merci beaucoup de le faire. Donc, une fois qu'on reçoit ça, maintenant, l'équipe répond à la demande. Donc, si vous n'êtes pas encore au pays, mais que vous êtes sélectionné, on va vous créer ce qu'on appelle un dossier. Un dossier là dans ce qu'on appelle, je ne vais pas être trop technique, là, dans notre zone d'intégration. La zone d'intégration, c'est une plateforme qu'on a développée chez Inici, qui est un gestionnaire on est les seuls à l'avoir fait, un gestionnaire du parcours là, de l'immigration au Québec. On a dépensé quand même beaucoup d'argent pour le faire et puis, en tout cas, ça fonctionne très bien. Donc, on suit. C'est-à-dire que Larissa, si tu avais été enregistré il y a de cela 2 ans, tout ton parcours aurait été schématisé. On aurait même pu te sortir même ton rapport d'intégration au Québec et puis on te suit pour nos statistiques aussi pour voir un peu. Voilà. Donc, à travers le formulaire, à travers le téléphone, mais si vous n'appelez pas trop parce que la ligne est saturée, je vous assure. Donc, c'est mieux le formulaire. C'est mieux le formulaire parce que la ligne est saturée. Vous pouvez aussi nous rejoindre là par les réseaux sociaux. On a notre équipe de communication qui nous envoie aussi là vos demandes. Donc, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup de bouche à oreille qui fonctionnent aussi. La grande sœur Vivi elle dit, il nous faut un répertoire des organisations comme Inici à l'échelle de toutes les provinces. Est-ce que ça existe un répertoire où il y a juste des OBNL qui ont cette portée-là d'intégration par province? Est-ce que tu sais? Oui, il y a un registre qui existe. D'ailleurs, la liste dont je vous parle là à l'aéroport, c'en est un registre. Ce registre peut être organisé par ordre alphabétique, comme par secteur, comme par quartier, comme par... On va chercher, puis on va mettre à disposition. Donc, ça existe. Je sais que le ministère de l'Immigration tient un registre, surtout là pour les organismes qui sont financés par le ministère. Le ministère de Mais ça, toi, ministère de l'Immigration, tu parles là, c'est Québec. Oui, Québec. Mais elle, par exemple, elle est à Toronto. Donc, elle demande si ça existe par province. Normalement, par province, ça existe. Ça existe au Québec, il y en a partout. Puis, je sais aussi que là, le gouvernement fédéral a un registre. Je ne sais pas comment il l'organise, mais ça existe aussi. Ça existe. Et puis, c'est un peu ça, là, la fait, c'est-à-dire qu'il faut que les organismes puissent pouvoir là, faire de la promotion. Moi, quand j'arrivais dans mon organisme ALPA à l'époque, les gens ne voulaient pas faire de la publicité. Je ne sais pas pourquoi dans le communautaire, on est tellement prude, on ne veut pas trop faire ça, on ne veut pas trop faire ça, on ne veut pas être traité de ci. J'ai dit, mais si on ne le fait pas, oui, mais les immigrants viennent quand même. Mais écoute, aujourd'hui, les immigrants sont rares. Avec le gel migratoire, comment tu fais pour accueillir le monde? Puis, ce n'est pas seulement une question de données. Tu sais, les gens font tellement d'erreurs.
parce qu'ils n'ont pas l'information, que moi, je trouve dommage qu'on n'arrive pas à les capter. Et puis, quand on les prend généralement, écoute, soit ils sont endettés, soit ils ont posé le mauvais acte, donc on est souvent en mode rattrapage, d'où là le fait qu'on communique beaucoup pour pouvoir prendre et puis accompagner les personnes immigrantes au bon moment. Mais souvent, là, je peux comprendre ceux qui sont réfractaires, par exemple, à dépenser pour les publicités ou tout. Oui. Je vais prendre un exemple d'un entrepreneur. Tu sais, quand on veut bâtir notre entreprise, là, oui. Le grain oublié, c'est le post-marketing. C'est sûr. on compte sur le bouche-oreille, on compte sur nos familles, on compte. Et si on se dit qu'on est dans un OBNL qui ne doit pas se faire du profit et qui doit aider, c'est encore ce poste-là qui est le souffle-douleur parce qu'on se dit qu'on est en train de gaspiller de l'argent. Et à chaque fois, c'est pas mauvais. Ils se disent que cet argent-là peut être investi autrement pour la cause. Or, comme tu le dis, sans publicité, mais on n'aura même pas de personnes sur qui fait cette cause-là. Donc, voilà. Tu as bien fait d'emmener ça. Le fait que dire, mais on n'est pas en train de gaspiller de l'argent. On est en train de faire le travail qu'on doit faire. C'est ça. Et puis, quelquefois même, là, c'est pas autant d'argent qu'on gaspille. Moi, je te donne l'exemple de Alpa Initié, puis tout le reste. Puis c'est là que tu vas voir que la stratégie, mon chapeau de stratège intervient encore là-dedans. Alors, moi, j'arrive et puis, dans une petite organisme comme ça, à l'époque, là, j'ai environ 5 personnes en communication sur un effectif d'environ 40 employés. Je me dis, mon Dieu, le ratio n'est pas bon. C'est pas notre mission, la communication. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais... Bon, OK, moi, je m'occupe juste des réseaux sociaux. Ah, d'accord. Et puis, toi, tu fais quoi? Ah, moi, je m'occupe juste là du graphisme. Et toi, tu fais quoi? Je m'occupe juste... Donc, les compétences étaient clairsemées au sein de l'organisation et puis c'était un grand poste budgétaire. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé mon service en communication et puis je l'ai externalisé. Fait que chez moi, là, il n'y a pas de com. J'ai juste une personne qui est coordonnatrice. Cette personne-là, c'est ma conseillère spéciale. Donc, elle s'occupe de mes dossiers. Elle est ma conseillère, s'occupe là des éléments de gouvernance et puis elle fait de la coordination avec qui? Avec une firme externe. Et ce faisant, je suis passée là d'un budget de communication en main-d'œuvre d'environ 500 000, parce que j'avais 5 personnes, OK, à, tu seras surprise, 120 000 par mois. Par année, 120 000 $ par année. 10 000 $ par mois pour faire tout ce que vous voyez là. Donc, j'ai fait une économie aussi. Donc, quelquefois, il faut vraiment revoir l'organisation de tout ça. Ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y avait ce que moi j'appelle la pub gratuite. Écoute, aujourd'hui, avec tous les projets qu'on mène qui intéressent les journalistes, OK, je fais une économie de près de 300 000 $. Quand je calcule la valeur de mon exposure communicationnel, je donne l'exemple là des autobus. Dans les autobus que j'ai mis en place, donc les autobus, là, mon projet En route vers ma région, je vais chercher là les besoins en main-d'œuvre des entreprises en région et dans ma base de données, je sélectionne des candidats qui ont le profil, je les forme, je les entraîne, on fait là des pré-entrevues, on loue un autobus d'une 50aine de places, on embarque dans la région. Quand c'est les régions proches, c'est 24 heures, les régions éloignées, c'est 48 heures ou 112 heures. Voilà. Mais quand j'ai lancé ce projet-là, le 20 septembre de l'année dernière, j'ai voulu que le public soit témoin de cette expérimentation-là, parce que ça ne s'était jamais fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à des journalistes. Je leur ai dit, venez avec nous vivre l'expérience. Alors, les journalistes étaient là pendant que je préparais, que je sélectionnais mon monde, que je les préparais. Ils ont embarqué à 5 heures du matin dans l'autobus avec nous. Ils sont restés 3 jours avec nous. Ils ont été témoins de tout. Je n'ai pas dépensé un seul dollar. La seule chose que j'ai faite, c'est que je les ai mis dans mon autobus déjà payé, puis je leur ai payé 2 chambres d'hôtel. C'est tout. Petit investissement, gros impact. On a vu ce que ça donnait. Donc, ouais, on a vu. Le devoir à publier, le devoir à faire un documentaire, la presse a repris, et puis. Donc, quelquefois, encore une fois, quand vous gérez vos organisations, la stratégie, c'est très important. On va mettre stratégie ton nom. On parle beaucoup. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Mais on parle il n'y a pas de travail. Selon toi, est-ce que l'immigration
peut réellement combler cette pénurie de main-d'œuvre qu'on entend, vu que quand les immigrants arrivent, ils ne trouvent pas d'emploi? OK. Il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre. Ça, là, on ne peut pas discuter. Il y a une réelle. Moi, je suis partie là à Chibougamau, donc à près de 7-8 heures de Montréal. Et le seul Tim Horton de Chibougamau avait fermé parce qu'il n'y avait personne pour servir du café et puis des sandwichs. Je vous dis. Donc, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, il faut aller chercher l'adéquation. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que notre immigration, telle qu'elle est conçue, OK, correspond aux besoins du terrain? En partie, oui, en partie, non. Une grande partie ne correspond pas parce qu'on va chercher une immigration qui est intellectuelle. On va aller chercher des gens qui ont des maîtrises pour venir servir du café. On va aller chercher des personnes là qui ont des doctorats pour venir faire la petite enfance. Le Canada est un pays de métier. Moi, je l'ai appris, est un pays de métier. Il faut savoir faire quelque chose. Dans nos États, généralement, on est dans le mythe du diplôme. Plus on est diplômé, plus mieux c'est. Ici, oui, c'est important, les diplômes, mais c'est la base. Mais c'est qu'est-ce que tu sais faire? J'ai vu des gens qui avaient des doctorats qui sont venus, qui n'ont pas pu s'intégrer. Alors où je vous parle, les gens que j'ai le plus de problèmes à placer en emploi, ce sont les intellos. Les gros diplômes. Les gros diplômes. Mais je vais te couper un peu, puis tu vas continuer. Comme nous, on est arrivé ici, et puis il y a rien le pays. Il a dit à mon mari, mais il fallait qu'ils nous disent qu'ils ont besoin de Bella. Excusez-moi, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais ils n'ont pas besoin de nous. Oui. Mais quand tu as tout vendu, quand tu t'es venu, du genre, tu es venu pour rester. C'est ça. Tu te mets en mode, mais je suis là, qu'est-ce que je fais? Exact. Et c'est ça qui fait que beaucoup font de la reconversion. Oui, beaucoup de reconversion. Quand tu parlais les gens, ils s'étonnent de quand tu dis ton diplôme, parce que comme tu as dit chez nous, là, moi, j'ai ma tante qui disait, la femme à mon père, elle disait que gros diplôme, petit travail, gros l'argent. C'est ça. Petit diplôme, gros travail, petit l'argent. Oui. Donc, pour avoir gros l'argent, faut avoir gros diplôme. C'est ça. C'était nous, notre... Ça fonctionne comme ça. C'est la reconversion, tu as tout à fait raison, la reconversion, elle est importante. Quelquefois, elle fait du sens, d'autres fois, elle ne fait pas de sens. Tu comprends? Quelquefois, elle fait du sens et puis d'autres fois, non. Alors, oui, c'est vraiment très important. Et puis, c'est en ce sens-là que Initie intervient d'avoir une stratégie. Encore une fois, là, ou un plan, tu comprends, non, de gestion de carrière. Nous, on a le programme d'intégration qu'on appelle Prête à l'emploi. Ça y est, tu arrives, voici ce que tu faisais, voici dans quoi tu recherches, c'est facile, on te place. On a également un programme là qui est comme un programme de reconversion. Quelquefois, c'est normal de se reconvertir. Ah, voici ce que je faisais, là maintenant, je vais faire autre chose. Dans mon cas, je suis arrivée au Québec, mais pour moi, c'est l'occasion d'aller faire autre chose que ce que j'avais fait. Mais ça me sert aujourd'hui beaucoup. Mais j'avais un rêve où j'avais vu le marché et puis je voulais que ce soit comme ça. Mais il faut toujours se faire accompagner parce qu'une fois qu'on va, les pièges sont pas loin. Donc, moi, j'encourage encore nos auditeurs, là, nos frères et sœurs, à toujours se rapprocher des organismes communautaires ou même là, des conseillers en emploi pour orienter la carrière. Il y a une question dans les commentaires. Il y a beaucoup de questions dans les commentaires. Là, on va faire vite et puis je te dis, on va faire un autre live. Oui, on va pas terminer aussi sans parler de notre salon. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce que Initie accompagne juste les personnes immigrantes qui résident seulement à Montréal? En fait, c'est comme ça que le système est conçu. Mais comme je l'ai dit, nous, on fait la régionalisation. Ça veut dire qu'on est mandaté par le gouvernement pour aller en dehors de Montréal. Parce que les bailleurs de fonds gouvernementaux fonctionnent par territoire, malheureusement. Moi, quand j'ai mes ententes, je signe mes ententes avec Service Québec, région de Montréal. OK? Je peux aller signer des ententes avec Service Québec, région de Laval ou de Longueuil, mais il faut que je passe par mon BSQ, qui est mon bureau Service Québec. Voilà. Ça, c'est au niveau du Service Québec qui est beaucoup plus circonscrit au niveau là, de la ville. Mais en matière d'immigration, le ministère de l'immigration, tu peux, à un autre découpage, lui. Lui, tu peux servir Montréal et puis là, les rives. La rive nord, la rive sud, mais à partir d'un certain kilomètre.
Mais il y en a aussi là qui vont, aujourd'hui, là, c'est tout en ligne, hein, Larissa. Aujourd'hui, là, les interventions se font en ligne. Moi, mes conseillers en emploi, mes intervenants font beaucoup d'interventions en ligne. OK? Donc, on peut être, il faut vraiment être admissible. Et voilà. Et puis, si vous avez des doutes, il y a des choses que je ne peux pas dire comme ça là à l'écran. Si vous avez des doutes, appelez-nous et puis on va voir comment pouvoir vous servir en cas dans les moyens de nos possibilités. Une autre question que je sais que c'est pas, tu n'as pas la réponse, mais je vais te poser quand même pour être transparent. Bien sûr. Parce que la personne demande que la personne veut savoir pourquoi ce double langage au niveau du ministère de l'immigration du Québec. On n'arrive pas à savoir à quelle scène se vouer. Donc, on avait parlé de ça un peu en Béret avant. C'est ça. Donc, lui, quand il écoute, par exemple, la directrice de Inici qui est en train de dire que on a du budget pour l'intégration, on fait de la régionalisation, on fait tant. Et puis, quand il écoute le ministre Roberge, par exemple, qui est en train de dire gel, fermé, il y a un double langage. Il y a un double langage, effectivement. Donc, lui, il veut savoir pourquoi il y a un double langage. Mais tu te souviens que je t'ai dit que j'ai fait la Sciences Po quand je suis arrivée. on est en plein pied dans la politique. L'immigration, c'est un dossier politique au Québec. Les postures d'immigration vont varier selon les gouvernements. Moi, j'ai fait tous les gouvernements du Québec en matière d'immigration. J'ai fait le gouvernement, le Parti libéral, j'ai juste pas fait les conservateurs parce qu'ils sont pas encore au pouvoir. On a fait le PQ, là on est à la CAQ. Et puis je suis témoin du changement de paradigme, d'un gouvernement à l'autre. On a des gouvernements comme celui de la CAQ aujourd'hui qui est très très nationaliste. Et puis c'est un gouvernement qui est axé vers les régions. Et généralement, quand on est en région, on n'a pas la culture de la métropole. La métropole est habituée à la diversité, etc. Dans les régions, c'est beaucoup plus fermé. Donc, ça va. La preuve, la CAQ n'a pas d'élus, rarement des élus à Montréal. Je pense que c'était Mme Chantal Rouleau au niveau là de Montréal et puis les autres. Donc, ça varie. Donc, moi, je vous dirais que... Et puis, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de ce qu'on voit aujourd'hui. D'un côté, on a le discours politique qui parle de gel migratoire. De l'autre côté, on a la société civile. Donc, les gens d'affaires qui vous disent, ben non. Le patronat aussi, le patronat, on a vu. On ne peut pas parler de gel migratoire pendant que nos entreprises se meurent. Donc, ça, en fait, mon frère ou ma soeur, Aziz, c'est Aziz Dalek qui a posé la question. C'est mon frère, oui. C'est ça, mon frère, c'est ça le double discours. C'est ça le double discours entre la politique et puis le real politique. Donc, les choses qu'on vit. Et puis, nous, on est au milieu. Nous, on est au milieu. On essaie, là, de tirer le meilleur parti de tout ça. Aujourd'hui, par exemple, c'est politique. C'est politique. Ou par exemple, on va te dire, ben écoute, l'immigration n'est pas la seule solution, ben il faut là la robotisation, il faut l'automatisation. Voici une question qui pour moi fait partie là de la dope nationaliste. Parce que un robot, ça ne vote pas, un robot, ça ne se francise pas, et puis un robot, c'est ça. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que le robot ne consomme pas. Alors, quand tu ne consommes pas, ben, ta balance commerciale, elle est déficitaire. Fait comment tu fais au niveau interne pour pouvoir chose. Donc, je vous dirais, mais moi, je pense que les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Je ne suis pas ici en tant que politicienne, mais c'est mon terrain de jeu. Parce que la ministre Fréchette, je la connais lorsque je travaillais à la Chambre de commerce. Madame Fréchette était à Montréal International. On était à un palier, là, un étage. Moi, j'étais au 5e et puis elle était j'étais au 6e et puis elle était au 7e. Fait que je la connais très bien. C'est une femme économique. La preuve, depuis qu'elle a annoncé sa candidature, on commence quand même à avoir un petit dégel à ce niveau-là. J'étais même surprise qu'on ait le ministre Roberge avec dans son équipe. Ben, c'est bon signe. Ça veut dire que le ministre Roberge peut-être va faire évoluer sa pensée. Et fait très important, là, si vous avez remarqué, le 24 mars dernier, c'était-tu hier ou bien le 23, on a Éric Girard, donc le ministre des Finances, qui a appuyé la candidature là, de Mme Fréchette. Ça veut dire qu'on est en train de tendre vers, une lecture économique. Et quand la lecture économique, elle est beaucoup plus prégnante, ben, fait que, quelquefois, il faut lire aussi là, l'environnement politique parce que, veut pas, on n'est pas les politiciens, mais on est régi par la politique. Alors, réponse courte là, de mon frère Aziz, double discours, c'est de la politique pure et dure. On dit, si tu ne fais pas politique, ça te fait.
Ben voilà, et je suis complètement d'accord avec. Je vais prendre la dernière question dans les commentaires et puis on va parler du salon parce que je regarde la montre. Hey, je tiens à toi. Oh, mais oui, et puis moi, j'aimerais vraiment ça. Et puis, je suis vraiment désolée. J'ai expliqué là à nos auditeurs pourquoi je ne peux pas rester longtemps. Merci. Inici a-t-il vraiment du travail pour les intellos? Donc... Il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde, je vous dis là. Donc, c'est sûr que les intellos, ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par intello? Il y en a qui sont surqualifiés. Les doctorats, les maîtrises. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à placer l'un de mes candidats qui, lui, était juge dans son pays. Il a travaillé par les Nations Unies, puis il était juge. Et j'ai eu du mal. Sa fille avait trouvé travail parce qu'il était venu avec sa fille et puis il ne l'avait pas trouvé. Finalement, je sais qu'il a trouvé un emploi, mais de première ligne, et puis tranquillement, nous, on va l'accompagner. Parce qu'il fait ça aussi, progression de carrière. Donc, je pense qu'il y a de l'emploi pour tout le monde. C'est juste qu'on est dans un pays où les métiers sont vraiment, vraiment, vraiment valorisés. Alors, c'est vraiment à nous de voir, et puis surtout de se faire accompagner, c'est très, très important. Voilà. Faisons-nous accompagner, c'est très important. Là, on va parler du salon. Voilà. Dis-nous tout. Fais le speech de vente. D'accord, je vais faire ça. Avant le 2 avril prochain. Ouais, avant cette question-là, permets-moi, Larissa, de m'excuser auprès de nos frères et sœurs parce que je dois quitter vraiment à 20h. Oui, donc on va faire ça. Je vous donne une exclusivité. C'était ça là mon point. Demain, je dois me rendre à Ottawa. Est-ce que vous savez pourquoi je me rends à Ottawa? Parce que je dois aller appuyer un projet de loi pour instaurer un mois national de l'immigration au Canada. Voilà. Donc, j'ai une préparation à faire pour prendre là la route, la route demain. Alors, c'est pour vous dire qu'on travaille là. Donc, on a initié, c'est vrai, qu'il y a l'organisme et puis tout ce qu'on fait, mais on agit aussi là pour influencer les politiques. Mais si on ne fait pas de la politique, on ne doit pas le faire, en tout cas dans le cadre de notre travail, mais on a pour devoir d'influencer la politique parce que c'est grâce au terrain que les projets de loi sont formés. Donc, voilà. Donc, demain, je serai à Ottawa et je vous promets, là, je vais tout faire. En tout cas, je n'ai pas ce pouvoir-là, mais je vais vraiment me battre comme vous me connaissez pour qu'en tout cas, on puisse faire vraiment évoluer cette pensée-là. Une fois que j'ai dit ça, maintenant, le salon. Ah, le salon. Quel projet. Le salon, on a commencé en 2022. Donc, ça fait 4 ans, mais ça fait la 6e édition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, c'était un événement annuel, mais ça marche tellement bien qu'on en a fait un événement 2 fois dans l'année. Donc, on a un salon le printemps et puis on a un salon à l'automne. Voilà. Et donc, c'est une commande du gouvernement. Comme le gouvernement a vu que Inici travaillait bien, merci beaucoup. Et puis, merci à tous mes employés. Je le dis, moi, je dis à mes employés, je suis votre porte-parole. Moi, je suis là pour vous vendre. Sinon, c'est vraiment le travail, vous qui faites le travail. Comme nos employés sont démarqués dans le travail, donc on a été vraiment bien sélectionnés, on est bien fichés au niveau là du gouvernement. Et puis, on nous a dit, écoutez, voici que de plus en plus, on a des demandeurs d'asile. Souvenez-vous qu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti. En 2017, on a passé là un projet de loi pour faire rentrer là du monde. Et puis, il y a eu aussi... politiquement, l'appel de M. Trudeau, pour que les gens y rentrent. Donc, on s'est retrouvé avec beaucoup là, de personnes qui demandent l'asile au Québec, mais ces personnes-là, il faut les mettre à l'emploi. Donc, quand je vous disais qu'on a beaucoup travaillé avec le gouvernement fédéral pour que les délais d'obtention du permis de travail soient courts, je vous parle aussi là d'un travail qu'on a fait dans le cadre de ça. Donc, le salon a pour but d'inviter les personnes en demande d'asile pour qu'elles puissent venir rencontrer des employeurs responsables et puis engagés. Pas n'importe quel employeur qu'on va trouver au salon. Ça, c'est bien important parce que les employeurs sont présélectionnés et puis ils sont formés et puis ils sont également sensibilisés. Voilà. Donc, c'est un salon qui réunit à chaque année. Écoute, en 2022, Larissa, on a commencé avec 1700 candidats, après 3000, après 4000, puis là, on est rendu... On a dépassé le 5000, on est 6000. Oui, bravo. Voilà. Donc, je regarde les stats aujourd'hui, on est à 5500 à quoi? À 8 jours de l'événement. Donc, Inici. Crescendo.
Ça, c'est le cri de guerre au bureau. Là, quand je dis crescendo, tout le monde fait ça. Le mouvement là, ascendant au bureau. Voilà, donc on est rendu à près de 6000 candidats et près d'une 70aine d'employeurs. Voilà. Mais ce qui fait la particularité de ce salon-là, c'est qu'on prépare les gens avant. Il y a un pendant et puis un après. Pourquoi je demande aux gens de s'inscrire? Je vous dis pourquoi. Quand vous vous inscrivez, vous créez votre profil. Et puis, quand vous créez votre profil, c'est comme un mini CV. Voilà, un mini CV, nom, prénom, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi, etc. L'entreprise qui sera au salon fait la même chose que vous. Remplit son profil, fait un genre de mini présentation. Et nous, ce qu'on fait, c'est que 48 à 72 heures avant le salon, on a une plateforme qui fait le maillage automatisé. Et puis, ce maillage-là sort des taux de compatibilité. Parce que les questions sont effet miroir. Question candidat, question entreprise, effet miroir. Donc, quand on fait le maillage, ça sort un taux de compatibilité. Donc, je donne un exemple. Au salon, j'aurai 70 employeurs. Parmi ces employeurs-là, j'ai Hydro-Québec, j'ai ABB, j'ai l'Hôtel Germain, j'ai toutes ces grandes chaînes-là. Voilà. Alors, il y a tellement de monde qu'on n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on a envie de faire ou bien de parler à qui on veut. Mais ce taux de compatibilité vous permet de savoir que sur les 70 employeurs, il y en a au moins 10 ou 15 avec lesquels vous aurez plus de chances, n'est-ce pas, là, de matcher. Et donc, lorsque vous allez partir au salon, vous allez porter une cocarde. Donc, une cocarde, c'est un cordon. Vous allez avoir là, un peu comme dans les salons, mais avec un code QR. Et ce code QR-là, l'employeur va le scanner. Et quand l'employeur le scanne, ça sort tout votre pédigré. Donc, l'employeur pourra se dire, ben, donnez-moi votre CV, je vais mettre une coche et puis on pourra se parler plus tard. Donc, on se prépare avant. Et puis, dans le avant, vous allez voir sur le site, si vous vous inscrivez, vous allez voir les capsules vidéo qu'on a lancées aujourd'hui, que vous allez voir. Donc, il faut vous préparer. On n'arrive pas à un salon comme ça. Il faut être bien préparé, il faut être bien habillé, il faut avoir la bonne attitude. Tout ça, là, on vous enseigne ça dans la plateforme du salon. Donc, allez vous inscrire pour ça. Et il y a le pendant, je l'ai dit, puis il y a le après. Donc, tous ces 6000 personnes-là qui vont s'inscrire, OK, on va faire un suivi jusqu'à 6 mois après le salon. On va les appeler un par un, ou bien on va leur envoyer un courriel. Est-ce que vous avez trouvé du travail, oui ou non? Si vous n'avez pas trouvé, là, on vous emmène dans un autre bassin et puis nos conseillers en emploi, là, ils vous font des plans d'intégration pour pouvoir vous trouver un emploi. Donc, c'est ce qui a fait que justement ce salon-là a reçu le prix de l'innovation en matière d'emploi et puis le projet coup de cœur du public. Voilà, donc c'est un salon qui est particulier. Inscrivez-vous et puis nous, on va vous accompagner ce jour-là. Je serai là, je suis très, très terrain. Tu l'as dit, Larissa, je suis là. Ouais, tu es là. Voilà, ouais, je suis là. Généralement, je m'habille bien pour le lancement. Une fois que j'ai fini le discours, là, je vais porter le chandail bleu du salon. Et avec le jean. Avec le jean, les baskets, ou bien souvent même le legging carrément. Voilà. Et puis, vous allez me voir sur le terrain, je vous prends par la main, je vous aide, je vous inscris aussi. Donc, je serai vraiment là. Et puis, ceux qui sont venus au salon, OK, m'ont vu sur le terrain. J'ai même pris des photos avec certaines de nos sœurs. Donc, vous allez me trouver, je suis là. Pour compléter, donc le 2 avril 2026 au Parc Olympique, j'ai mis l'adresse. Oui. Le salon pour demandeurs d'asile, j'ai mis le lien. Donc, vous pouvez juste googler salon demandeurs d'asile Initie. Ça va sortir. Vous allez dessus, vous descendez, candidat. Vous inscrivez si vous êtes candidat. Si vous êtes employeur, je pense qu'elle a fini de recruter les employeurs, mais si vous êtes candidat, vous inscrivez et puis vous allez avoir accès. Les employeurs ont encore jusqu'à vendredi, donc on a encore 2 jours. Donc, les employeurs ont jusqu'à vendredi pour s'inscrire. Et puis, c'est vrai que c'était appelé le salon pour demander d'asile, mais elle n'est pas méchante. Non, du tout. Les immigrants, là. J'allais dire ça. Vous pouvez venir. C'est sûr que c'est une commande gouvernementale. Ils me disent, Marie-Laure, voici le besoin, donc c'est pour eux. Mais de plus en plus, ils voient que on attire beaucoup plus de candidats parce que c'est un salon qui est très bien organisé. Et puis, mon rêve, Larissa, c'est que ce salon-là devienne le salon de l'immigration au Québec. Tu as vu ça? C'est ça le rêve. Ça va aller. Donc là, j'ai 4 minutes. Oui. Et je vais te poser ma dernière question, la finale. Oui. Pour toi, que signifie réussir son intégration et son immigration au Canada? Tu as 2 minutes maximum. 2 minutes. Je vais aller très, très vite. Réussir son intégration, son immigration, c'est avoir un rêve, y tenir.
ne pas abandonner ses rêves. Lorsqu'on venait ici, là, Joe, on avait tous, j'ai parlé en ivoirienne, là, on avait tous un rêve, celui de réussir. Un rêve pour nous, un rêve pour nos parents, un rêve pour nos enfants. Donc, parce qu'on a un rêve, il faut y tenir. Ça sera difficile. Il faut avoir de l'audace. L'audace, là, c'est pas fait par là avec les gens pour dire que non, 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 c'est pas ça. Moi, je suis pas une fille, là, de ce genre-là. Moi, j'aime que mon travail parle pour moi. J'aime pas trop le blabla. Je suis une fille d'action. Je veux que mon travail parle pour moi. Donc, ayez de l'audace. Vous avez un objectif, je viens de le dire. Mon rêve, c'est de faire de ce salon-là le salon de l'immigration puis de l'emploi du Québec. C'est mon ambition et puis je vais y arriver par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, avoir de l'audace, même quand on vous dit que ce n'est pas possible, faites-le. OK? Et puis surtout, soyez des ambassadeurs, OK? De l'Afrique, de notre pays au Québec. On en parlait là, Larissa. J'ai vu un post là sur le site, notre groupe là, des personnes qui écoutent la radio fort, qui parlent fort dans le public. Ce sont des petits gestes comme ça qui font que les stéréotypes viennent nous enfoncer. Et quand on est employé, on se dit, ah ben tiens, ce gars-là, j'aimerais pas l'embaucher dans mon entreprise. Donc, en résumé, tenez à vos rêves, ayez de l'audace, soyez des ambassadeurs. Et puis le reste appartient au créateur. Ben, c'est sur cette belle phrase que je vais dire merci à Marie-Laure. Merci à tous ceux. Tu as des cœurs, tu as des bravos, tu as des go pour demain. Let's go pour demain. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'étais avec Marie-Laure Conan, une des sœurs que j'ai eues. Moi, là, j'ai eu beaucoup de belles personnes en immigration. Donc, on va faire un autre live où on va parler un peu plus de l'intégration et elle va nous donner des conseils. Et c'est un baobab, hein? Ça fait plus de 20 ans, elle est ici. Elle connaît les couloirs. Donc, sur ce, on va dire au revoir et puis merci à tout le monde. Portons-nous bien. Merci beaucoup à tout le monde et puis au plaisir de se reparler bientôt. Merci Larissa pour tout ce que tu fais comme travail. Merci à tout le monde. Bye bye.